Le clou plaquettaire, donc ce sont les plaquettes qui interviennent? La vasoconstriction pour réduire le flux sanguin. Ensuite, et c'est crucial, la paroi interne abîmée du vaisseau, l'endothélium, expose des composants qui sont normalement cachés, notamment des fibres de collagène. Et c'est le signal pour les plaquettes. C'est le signal. Les plaquettes qui circulent à proximité vont détecter ce collagène exposé et vont y adhérer. Souvent, cette adhésion est facilitée par une protéine qui fait le pont, le facteur Willy-Brandt. Une fois qu'elles sont collées, elles font quoi? Elle s'active. L'adhésion déclenche une cascade de réactions à l'intérieur de la plaquette, elle change de forme, devient plus étalée et surtout, elle libère le contenu de ces granules. Elles sécrètent des choses. Oui, elle libère des substances chimiques, comme l'ADP, le thromboxane, qui vont agir comme des signaux d'alarme et de recrutement. Ces substances vont attirer d'autres plaquettes sur le site de la lésion et les activer à leur tour. Donc ça fait un effet boule de neige, hein. C'est ça. Les plaquettes activées vont aussi s'agréger les unes aux autres, se coller entre elles, grâce notamment à une autre protéine, le fibrinogène, qui fait le lien. Ça forme rapidement un amas de plaquettes qui vient boucher la brèche. C'est le clou plaquettaire, aussi appelé thrombus blanc. Et on peut tester cette phase. Oui, le test le plus classique est le temps de saignement. On fait une petite coupure standardisée, souvent à l'avant-bras, et on mesure combien de temps ça met pour arrêter de saigner. Ça explore globalement l'hémostase primaire. La numération des plaquettes est aussi essentielle, bien sûr. Mais ce clou de plaquettes, c'est suffisant pour arrêter le saignement définitivement. C'est essentiel pour l'arrêt initial, mais il est relativement fragile. Pour une petite coupure, ça peut suffire, mais pour une blessure plus importante, il faut le consolider. Et c'est là qu'intervient la suite. Exactement. C'est le rôle de la deuxième grande étape, la coagulation sanguine, aussi appelée hémostase secondaire. Le but ici est de renforcer le clou plaquettaire en tissant un réseau solide de fibrine tout autour et à travers. La fibrine, on en a parlé avec le fibrinogène du plasma. Précisément, le fibrinogène est une protéine soluble qui circule dans le plasma. La coagulation, c'est une cascade de réactions enzymatiques dont l'objectif final est de transformer ce fibrinogène soluble en fibrine insoluble. La fibrine va alors former de longs filaments qui s'entrecroisent et emprisonnent les cellules sanguines, globules rouges, plaquettes, pour former un caillot stable et résistant, le thrombus rouge. Une cascade de réactions. Ça a l'air compliqué. Il y a une enzyme clé? L'enzyme absolument centrale, c'est la thrombine. C'est elle qui coupe le fibrinogène pour le transformer en fibrine. Mais la thrombine elle-même n'est pas active en permanence dans le sang, heureusement. Elle circule sous forme d'un précurseur inactif, la prothrombine. Donc il faut activer la prothrombine en thrombine. Voilà. Et pour activer la prothrombine, il faut une autre enzyme clé, le facteur X activé, qu'on note XA. La formation de ce facteur XA, c'est vraiment le carrefour de la coagulation. Et comment on arrive à activer ce facteur X? Il y a plusieurs chemins. Oui, on décrit classiquement deux voies principales qui peuvent mener à l'activation du facteur X et qui convergent ensuite. Lesquels? Il y a la voie dite extrinsèque ou voie du facteur tissulaire. Elle est déclenchée très rapidement quand la paroi du vaisseau est lésée, car la blessure expose une protéine appelée facteur tissulaire. Ce facteur tissulaire va directement activer un autre facteur, le facteur 7, et ce complexe facteur tissulaire-facteur 7 activé va très vite activer le facteur X. C'est la voie d'initiation rapide. Et l'autre voie? L'autre voie est la voie intrinsèque, ou voie contact. Elle est déclenchée quand le sang entre en contact avec certaines surfaces activatrices, comme le collagène exposé ou même la surface des plaquettes activées. Cette voie implique une cascade de plusieurs facteurs, 12, 11, 9, 8, qui s'activent les uns les autres pour aboutir, un peu plus lentement, à l'activation du facteur X. Donc deux voies, une rapide, une plus lente, mais qui finissent par activer le même facteur X pour produire de la thrombine et donc de la fibrine. C'est exactement ça. En réalité, ces deux voies sont très interconnectées et s'amplifient mutuellement. La thrombine formée va elle-même activer d'autres facteurs en amont, comme les facteurs V, 8, 11, pour accélérer massivement sa propre production. C'est une véritable explosion contrôlée. Et on a des tests pour explorer ces voies? Oui. Le temps de Quick, TQ, qu'on exprime souvent en taux de prothrombine, explore principalement la voie extrinsèque, facteur 7, 10, 5, 2, 1. Le temps de céphaline activée, TCA, explore la voie intrinsèque, facteur 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2, 1.
Le temps de thrombine, TT, mesure directement la dernière étape, la transformation du fibrinogène en fibrine par la thrombine. D'accord. C'est un vrai travail d'équipe entre tous ces facteurs, hein. Et une fois que le caillot a fait son travail, que le vaisseau est réparé, il se passe quoi? Il reste là? Non, heureusement. Une fois que la cicatrisation est en bonne voie et que le caillot n'est plus nécessaire, un autre système entre en jeu pour le dissoudre progressivement. C'est la fibrinolyse. Fibrinolyse. C'est la destruction de la fibrine? C'est ça. L'acteur principal de la fibrinolyse est une enzyme appelée plasmine. Elle circule sous forme inactive, le plasminogène, et elle est activée au bon moment pour venir grignoter le réseau de fibrine et démanteler le caillot. Ça permet de rétablir la circulation normale dans le vaisseau réparé. Et j'imagine que tout ça, la coagulation et la fibrinolyse, c'est très contrôlé pour éviter que ça parte dans tous les sens. Absolument. Il existe des inhibiteurs naturels très puissants qui régulent la coagulation pour l'empêcher de s'emballer et de former des caillots partout, ce qui serait une thrombose. L'antithrombine, la protéine C, la protéine S sont des exemples de ces freins naturels. De même, la fibrinolyse est aussi régulée. C'est un équilibre dynamique permanent entre formation du caillot et dissolution du caillot. Un équilibre vital, encore une fois. Pour terminer notre tour d'horizon, revenons aux globules rouges. On a parlé des chiffres, du taux d'hémoglobine, mais les sources insistent aussi sur l'importance de regarder leur aspect au microscope. Juste regarder la forme, la taille, ça peut vraiment dire quelque chose, hein. Ah oui, énormément. L'examen morphologique du frottis sanguin, fait par un œil entraîné, est une source d'information capitale qui complète les chiffres de l'hémogramme. Un globule rouge normal, on l'a dit, c'est ce disque biconcave d'environ 7 micromètres de diamètre avec un centre un peu plus clair. Et si ce n'est pas comme ça? Par exemple, la taille. Alors, si les globules rouges sont en moyenne plus petits que la normale, on parle de microcytose. C'est très évocateur d'une carence en fer, qui est l'anémie la plus fréquente, ou d'une thalassémie. Et s'ils sont trop gros? S'ils sont trop gros, c'est une macrocytose. Ça oriente tout de suite vers une carence en vitamine B12 ou en folate, vitamine B9, qui sont nécessaires à la synthèse de l'ADN et donc à la division cellulaire. Ou parfois vers des maladies de la moelle ou une consommation excessive d'alcool. Et si les tailles sont toutes mélangées, des petits, des gros? Ça, on appelle ça l'anisocytose. Ça traduit souvent un trouble de la production, la moelle fabrique des cellules de tailles différentes, ou une destruction accrue avec libération de jeunes globules plus grands, les réticulocytes. D'accord, et la forme elle-même, vous disiez? Oui, la forme est très informative. C'est ce qu'on appelle la poikilocytose quand il y a des formes variées et anormales. Certains aspects sont presque diagnostiques. Comme quoi, par exemple? Si on voit des fragments de globules rouges, comme des morceaux cassés, les schizocytes s'assignent presque à coup sûr une hémolyse mécanique, par exemple sur une prothèse valvulaire cardiaque ou dans certaines microangiopathies thrombotiques. Impressionnant. Et d'autres formes typiques? La présence de drépanocytes, ces fameux globules en forme de fossiles, est spécifique de la drépanocytose. Si on voit des sphérocytes, des globules bien ronds, très denses, sans le centre clair habituel, ça fait fortement suspecter une sphérocytose héréditaire, cette maladie de la membrane. Il y en a d'autres? Oui, on peut voir des cellules cibles, codocytes, qui ressemblent à une cible de tir à l'arc, souvent dans les maladies de l'hémoglobine, comme les thalassémies ou après ablation de la rate. Des dacryocytes, en forme de larmes ou de poires, peuvent indiquer une fibrose de la moelle osseuse qui étire les cellules quand elles sortent. C'est fou, tout ce qu'une forme peut raconter. Et la couleur aussi. Oui, la coloration est importante. Normalement, le globule rouge est bien rose-orangé avec un centre plus pâle. S'il est globalement très pâle, avec un centre clair très large, on parle d'hypochromie. C'est typique du manque de fer, car l'hémoglobine est moins abondante. Et on peut même voir des choses à l'intérieur parfois, des inclusions. Oui, tout à fait. Par exemple, après une splénectomie, ablation de la rate, on voit souvent des petits points violets uniques dans certains globules rouges. Ce sont les corps de Howell-Jolly, des restes de noyaux que la rate aurait dû éliminer. Et d'autres inclusions? On peut voir des ponctuations basophiles, de fines granulations bleutées réparties dans tout le globule rouge. Ça peut se voir en cas d'intoxication au plomb ou dans certaines anomalies de production des globules rouges, dysérythropoïèse. Bref, chaque détail morphologique peut être un indice précieux. C'est vraiment un monde à part entière, l'observation du sang au microscope. Alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a exploré aujourd'hui, Volontiers. on est parti du sang comme un tissu liquide, avec le plasma qui transporte tout un tas de choses, et les éléments figurés. Parmi eux, les stars, les globules rouges, infatigables transporteurs d'oxygène, grâce à l'hémoglobine. Oui,
produit en masse par la moelle osseuse via l'érythropoïèse. Ce processus fascinant qui part des cellules souches. Et les petites mais cruciales plaquettes, fragments de cellules prêtes à intervenir pour l'hémostase. On a vu cette hémostase, d'abord le clou plaquettaire, puis la coagulation avec la fibrine pour consolider le tout. Un mécanisme complexe mais vital. Sans oublier le cycle de vie des globules rouges, leur destruction normale, hémolyse physiologique, et les problèmes qui peuvent survenir, hémolyse pathologique, avec toutes les causes possibles. Et enfin, on a vu que même juste regarder la forme, la taille, la couleur des cellules sur un frottis, ça donne énormément d'informations. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça au fond? Je crois que ce qui ressort le plus, c'est l'extraordinaire complexité, mais aussi l'interconnexion et l'équilibre dynamique de tout ce système. Chaque composant a son rôle, chaque processus est finement régulé, tout interagit en permanence. Un équilibre vital, vous disiez. Exactement. La production doit équilibrer la destruction, la coagulation doit s'activer quand il faut, mais pas trop, la fibrinolyse doit dissoudre le caillot au bon moment, le moindre grain de sable dans cette mécanique de haute précision peut avoir des conséquences importantes pour tout l'organisme. Ça montre à quel point cet équilibre est essentiel à notre santé. Et ça m'amène à une dernière réflexion, peut-être une question un peu ouverte pour conclure, Sam. Allez-y. Toute cette régulation incroyablement fine, ce renouvellement constant, cette sensibilité aux signaux, est-ce que ça ne nous dit pas que des facteurs peut-être plus subtils de notre vie de tous les jours, ce qu'on mange, l'air qu'on respire, notre niveau de stress, notre sommeil, pourraient influencer ces processus hématologiques, peut-être bien avant qu'on ne voit une vraie maladie dans les analyses de sang classiques? C'est une excellente question, très pertinente. Elle met le doigt sur le fait que notre biologie interne n'est pas une boîte noire isolée. Elle est en dialogue constant avec notre environnement, au sens très large du terme. Et oui, il est tout à fait plausible, et même probable, que nos modes de vie aient un impact sur cet équilibre hématologique fondamental, peut-être de manière plus profonde ou plus précoce qu'on ne le mesure habituellement. Ça ouvre des perspectives intéressantes. Et effectivement, ça donne matière à réfléchir sur notre propre influence sur ce monde intérieur. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment passionnant sur l'univers du sang. Merci à vous. Et c'est ici que se termine notre exploration du jour.